Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire un webinaire dédié à l'éco-conception, organisé par Écosystème en partenariat avec le pôle éco-conception. Je me présente, je suis Samuel Mayer, je suis directeur du pôle éco-conception. Alors, le pôle éco-conception, c'est le centre d'expertise national sur la performance du cycle de vie. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous animer cette session. Donc, c'est la saison 2, c'est l'épisode 4 des webinaires éco-conception. Et il va parler de quelque chose un peu particulier, c'est les nouvelles obligations des producteurs de biens d'équipement électrique et électronique sur la recyclabilité, l'indice de recyclabilité, et on fera un décryptage de la loi AGEC comme elle est faite, et du décret du 29 avril qui vient de sortir, et surtout on regardera un petit peu les solutions disponibles aujourd'hui. Donc juste pour rappel, c'est un décret qui a été publié, alors l'article L541, etc., du Code de l'environnement, décret je ne sais plus combien. Je vous enverrai tout ça dans la partie chat afin que vous puissiez le retrouver. Ce qui est important, c'est de voir que dès 2023, pour certains producteurs, il va falloir y travailler. Donc, on reviendra dans le détail de qui doit faire quoi à quel moment. Et ce sera surtout l'occasion de faire un point sur le contexte réglementaire et normatif autour de la recyclabilité. Alors, pour rappel, toujours appliqué aux biens d'équipement électrique et électronique. Et on est super content d'avoir avec nous Fabio Alberio, si tu peux mettre la caméra et nous rejoindre, qui est le responsable juridique d'Écosystème. Donc, on aura, alors d'habitude, on a des ingénieurs sur des parties plutôt techniques. Et aujourd'hui, on s'est dit que ce serait pas mal. Et Fabio a bien voulu nous rejoindre pour nous éclaircir ça, tant que faire se peut, sur ce point-là. Alors bonjour Fabio, merci d'être là avec nous. Peut-être juste repréciser ton rôle chez Écosystème, on parle juridique, ça peut être peut-être un peu particulier. Pourquoi, qu'est-ce que tu fais en termes de juridique chez Écosystème? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Fabio Albiero, je suis le responsable juridique au sein d'Écosystème. Moi, je suis un spécialiste de droit de l'environnement, notamment. Et voilà, donc ça faisait du sens de travailler au sein d'Écosystème en tant que responsable juridique depuis 2 ans maintenant. Merci. Et donc, voilà, donc Fabio va nous éclaircir un petit peu tout ça. Et puis, comme je dis, on parlera solution. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en termes de méthodologie de calcul sur la recyclabilité. Et puis les perspectives d'éco-conception qu'on peut avoir là-dessus, parce que l'idée, c'est pas uniquement de faire un calcul de recyclabilité, c'est d'avoir des produits qui soient meilleurs pour l'environnement. Et on aura la chance d'avoir une démonstration, pour ceux qui ne le connaissent pas, de l'outil d'écosystème recyclable, donc avec 3 E, pour bien d'équipement électrique et électronique. Donc, il y a un outil d'éco-conception qui est dédié au calcul de la recyclabilité. Et ça, ce sera fait par notre super experte que vous connaissez bien, qui revient régulièrement avec nous, donc Lorraine Queno, experte environnement écosystème. Salut Lorraine. Bonjour à tous. Voilà, merci d'être encore avec nous et de venir nous expliquer un petit peu tout ça dans le détail, la partie un petit peu ingénierie. Alors, je voulais faire une petite spéciale dédicace. Il me semble qu'il y a Edouard qui est parmi nous. Edouard, avec qui on a pas mal travaillé sur ces webinaires l'année dernière, puis en début d'année. Donc, je lui fais un petit coucou, un petit coucou d'écosystème, et on lui souhaite bon vent. Et voilà, c'était la petite private joke entre nous. Donc, je rappelle quand même écosystème, c'est quoi? C'est un éco-organisme, que dis-je, à but non lucratif qui est agréé par les pouvoirs publics et qui exerce une mission d'intérêt général. Donc, pour rappel, écosystème, ça coordonne la collecte, la dépollution, le recyclage des biens d'équipement électriques et électroniques ménagers, les lampes usagées, les déchets professionnels, et puis toujours cette petite spécificité sur les extincteurs en fin de vie. Voilà, c'était un truc un peu particulier. On ne va pas parler vraiment des extincteurs aujourd'hui, on va parler des produits électriques et électroniques. Alors, pour rappel, on va vous faire la présentation. Vous pouvez poser des questions, j'essaierai de les remonter quand elles sont globales via la partie dans le petit outil questions. Et on prendra les questions plus spécifiques à la fin du webinaire. Et s'il y avait des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre, on reprendra contact avec vous par la suite, parce qu'on ne sait pas tout. Et puis, des fois, c'est des choses qui sont un peu trop individuelles, donc on le traite après. Donc voilà sur les aspects un petit peu de contexte, de positionnement de ce webinaire. Ma première question, c'est directement pour Fabio, parce qu'il va peut-être falloir qu'on rentre un peu dans le détail. Moi, j'ai vraiment besoin d'un éclaircissement. Quand on parle de loi AGEC, de décret d'application du 29, de quoi on parle? C'est quoi ce décret?
quel est son champ d'application et qu'est-ce qu'on doit faire? Enfin, voilà, un petit peu de manière brute, les éléments sur lesquels on aimerait avoir ta vision, en fait. Alors, le contexte très direct de ce décret d'application, c'est la loi AGEC, la loi économie circulaire. Et donc, donc on a toujours, en fin de droit, on a toujours une disposition législative et puis après, ce qu'on appelle les dispositions réglementaires, les dispositions d'application de la loi. Et ce décret-là s'inscrit totalement dans les dispositions de la loi AGEC, et notamment l'article 541.9.1, qui l'obligation en fait d'améliorer l'information consommateur par les fabricants, en tout cas les producteurs, et aussi l'article 541-1-1 qui décline en fait les modes de traitement des déchets, et le recyclage est par ordre dans la hiérarchie est placé en deuxième position. Donc voilà, ça c'est le contexte du direct. Après, si on veut prendre un peu de hauteur, la question de la recyclabilité et du recyclage est traitée, c'est même une stratégie nationale, puisqu'il est inscrit dans le plan de France Relance et qui a mobilisé 200 millions d'euros en fait sur des projets sur le recyclage. Et si on remonte encore plus haut, on prend encore plus de hauteur à l'échelle européenne. Il faut savoir qu'en ce moment, la Commission européenne est en train de travailler sur un plan d'action d'économie circulaire qui va s'inscrire sur le pacte vert, ce qu'on appelle le pacte vert pour l'Europe, et donc avec pour ambition de modifier la directive et le règlement éco-design pour donc toujours en consommant mieux, il y a toujours cette logique, en consommant mieux, on va faire des économies d'énergie, et la Commission européenne espère d'ici 2030 faire d'économies d'énergie telles qu'on pourrait se passer du gaz importé russe. Voilà, juste pour vous donner un peu un peu les objectifs, ou en tout cas les objectifs recherchés par l'Europe, et ça a toute son actualité aujourd'hui. Après, si on parle du champ d'application, donc si on revient au décret, sur le champ d'application. Je vais demander un petit peu, c'est concrètement, parce que là on est parti vraiment loin avec l'Europe. Là, c'est un peu de hauteur, et après on revient à nouveau sur ce texte plus particulier. Donc le champ d'application, en fait, il est précisé donc au 6 de l'article 541-221. Je vous rappelle, cet article-là, il est issu du décret en question, et de l'article L541-10-1. Donc là, c'est les catégories de produits qui sont concernés et qui sont indiquées, et on le verra juste après, il me semble, dans la slide juste après, les différentes catégories qui sont désignées sur le 541. Et puis après, il faut savoir qu'aussi, c'est une application phasée. Donc là, à partir du 1er janvier 2023, ce sont tous les metteurs sur le marché déclarant un chiffre d'affaires annuel de 50 millions d'euros, émettant, donc c'est cumulatif, émettant sur le marché national au moins 25 000 unités des produits concernés par an. Et puis après, on va avoir le même raisonnement après au 1er janvier 2024 et au 1er janvier 2025 avec une gradation en fait du chiffre d'affaires et des unités concernées. Donc ça, c'était pour le champ d'application. Si après on va vraiment là dans le texte pur, donc ce fameux 6 de cet article 541-221, ben là, on va parler de qu'est-ce que la recyclabilité, et donc les 5 critères, les 5 caractéristiques qu'on doit retrouver pour dire qu'effectivement, le produit, et là on le voit, pour qu'un producteur puisse utiliser au moment où il va vendre, il va mettre sur le marché son unité, ses équipements, il va pouvoir utiliser un langage. Et donc, il faudra respecter ces 5 critères. Et une fois qu'ils sont respectés, on pourra dire le producteur, c'est majoritairement un produit majoritairement recyclable ou un produit entièrement recyclable. Donc voilà, c'est ce qui est le droit à utiliser ces termes-là. Et on voit tout en bas, ce qui est souligné, les différentes catégories de produits qui sont concernés par cette obligation d'information sur la recyclabilité. Alors, j'ai quand même une question, si on peut revenir peut-être sur le champ d'application. Le chiffre d'affaires, là, alors j'ai plus si c'est 50 millions ou pas, c'est le chiffre d'affaires uniquement fait sur la France, ou c'est l'ensemble du chiffre d'affaires généré par l'entreprise? Alors là, non, généré sur l'entreprise, mais sur le marché national. Sur le marché national, d'accord. On n'est pas encore dans le oui. futur règlement européen. C'est ça. Ok. L'autre point,
mais je pense que tu as donné plus ou moins la réponse. On est bien d'accord que ces 50 millions d'euros, c'est les 50 millions d'euros générés par les produits électriques et électroniques. En imaginant, je sais pas, une entreprise de jeux, jouets qui fasse des produits qui soient pas issus des produits électriques et électroniques. Je ne sais pas si c'est couvert, enfin, on regardera après. Et qu'on a qui soient couverts, les 50 millions, c'est juste sur les produits électriques et électroniques? Non, c'est sur l'ensemble des produits visés par le décret. C'est-à-dire qu'on Hmm. prend, je ne sais pas, moi, un distributeur ou un producteur qui produirait non seulement des 3E, mais aussi des jouets, donc une autre catégorie, une autre filière. Là, c'est bien le cumul. Le calcul, l'assiette de calcul des chiffres qu'on a là, c'est bien en prenant tous les produits concernés par le décret. Ouais, non, ça c'est important, hein, parce que là aujourd'hui on fait un webinaire sur les solutions pour les biens d'équipement électrique et électronique, mais il n'y a pas uniquement les produits de biens d'équipement électronique qui sont couverts. Il faut Non, aller voir dans le décret, donc c'est le diapo, je crois, qui était juste après, où il y avait des numéros et aller les vérifier. On est bien voilà, d'accord c'est que le 541 voilà, 10.1 où là, sur les 22 ou 24 filières ou en tout cas catégories de produits, là on doit être autour de 15-13 catégories visées. Hmm, ouais. Et on est bien d'accord que sur la partie des seuils, hein, c'est le premier seuil établi, c'est à partir de 50 millions ou 25 000 unités vendues. Non, c'est Et cumulatif. c'est Le cumulatif. texte précise bien le et. Là, on voit bien le et. Ok. Bah, je suis désolé, on a beaucoup de questions sur cet aspect. Est-ce que ça te concerne ou C'est pas, normal. avant de rentrer C'est tout nouveau, c'est normal. dans le détail. Et ça, pour savoir si on est couvert, il faut aller voir l'autre décret, là, le 541.1.1. Je vous invite à aller le regarder. Vous tapez, je vous ai déjà envoyé le lien vers le premier. Vous trouverez le lien vers le second, je pense, sur les Legifrance de manière facile. Ou via le chat, si on arrive à le récupérer entre-temps, je vous l'enverrai. Mais bien entendu, hein, c'est des produits qui peuvent être B2B ou B2C, hein, il n'y a pas de Il n'y spécification a pas de là-dessus. distinction. En tout cas, l'article en question ne fait pas la distinction. Il raisonne vraiment catégorie de produits, pas de la Hmm. manière dont il est transmis. Ok, merci sur ce point. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu voulais rajouter peut-être dessus ou des petites alertes d'ores et déjà? Non, non, non. Après, comme c'est un nouveau texte, il y a certaines notions qui vont devoir être affinées, mais après, ça sera soit affiné soit par des arrêtés d'application, ou soit tout simplement par le juge quand il y aura des contentieux sur des notions qui sont ambiguës, ou en tout cas qui méritent un peu plus de pratique et d'être détaillées. Hmm. Ok. Mais ça, c'est comme tous les nouveaux textes avec les nouvelles notions. D'accord. Alors, merci pour ça. Tu restes avec nous, Fabio, parce que je pense qu'on aura d'autres Ok. questions là-dessus. Là, j'ai beaucoup de questions qui nous arrivent sur l'aspect recyclabilité, matériaux, filières existantes, non existantes. Et je pense que Laurent, tu as des éléments là-dessus. Est-ce que Laurent peut revenir avec nous? Moi, j'avais déjà des éléments sur alors, je reviens, là, on refait un focus, hein, on a bien vu que ça traite d'autres produits que les produits bien d'équipement électrique, électronique. Aujourd'hui, on est avec Écosystème, qui est un organisme, vous l'avez compris, qui est dédié au recyclage, enfin, la mise en place de la filière, de la collecte, enfin, tout ce que je vous ai dit ça, tout à l'heure. Moi j'aimerais un petit point déjà sur la performance de la filière pour qu'on ait déjà des taux, qu'on se rende compte de là où on en est en France, hein, si tu as des éléments à nous partager. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est la vision finalement des taux de recyclage qu'on obtient aujourd'hui sur les flux que l'on gère chez Ecosystem. Donc là, vous avez par exemple les flux de D3E ménagers que l'on a collectés en 2021 avec les taux atteints, les taux soit de recyclage, soit de valorisation. Donc les barres les plus hautes sont les taux de valorisation qui intègrent cette dimension recyclage et y ajoutent la valorisation énergétique. Mais donc là, aujourd'hui, le focus est plutôt à faire sur la performance de recyclage. Attention, on reviendra peut-être plus tard sur la différence entre recyclage et recyclabilité. Mais déjà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde en moyenne sur les flux de déchets que l'on collecte, les taux de recyclage sont assez hauts, 81% pour les gros équipements sans système froid, 80% de taux de recyclage pour les gros équipements de froid, 72% pour les petits appareils en mélange, 86% pour les lampes, et ici, on a 50% pour les écrans. Alors,
Juste pour faire un point précis sur le cas des écrans, en fait, ce flux d'écrans aujourd'hui agrège à la fois des écrans, des anciens écrans à tube cathodique avec un gros tube cathodique en verre à l'intérieur, donc qui sont des composants très pondéreux. Et puis, donc, il y a ces gros écrans à tube cathodique et les écrans plats. Donc, en proportion dans le gisement, même si les écrans à tube cathodique, on en collecte de moins en moins puisque ce sont des équipements qui disparaissent progressivement, ils pèsent quand même encore lourd dans le flux. Or, aujourd'hui, le verre de ces écrans à tube cathodique, comme il contient du plomb, il n'est pas recyclé. Donc, forcément, en taux de recyclage derrière, ça vient vraiment dégrader le taux de recyclage, mais donc on aurait des performances qui seraient différentes si on regardait seulement le flux des écrans plats. Voilà, donc ça vous donne déjà un peu le panorama. Aujourd'hui, où est la performance de recyclage quand on considère les flux de déchets en moyenne qui nous arrivent dans les installations. Et on voit que ce sont des taux qui peuvent être assez importants. Alors, moi, Lorraine, on a pas mal de questions sur l'ancienne directive et exigences européennes. On y est au niveau français sur les seuils attendus sur la filière électrique électronique? Alors, ce que vous voyez, c'est les petits éléments qui sont en gris, en fait. Ça, c'est le seuil, le taux cible qui est fixé par la directive D3E, puisque effectivement, on a une directive européenne qui nous fixe des taux de recyclage minimum à atteindre. Donc, on voit que sur certains flux, on est largement au-dessus, et puis que pour d'autres, on peut être soit à la limite, soit pour les écrans très en dessous. C'est lié au fait ce que je vous ai expliqué juste avant. Mais donc, on voit que pour certains flux, on est à la limite, et donc c'est tout l'enjeu aussi pour nous de continuer à travailler sur des projets de recherche pour continuer à développer des nouvelles voies de recyclage ou trouver de nouveaux exutoires pour des matières aujourd'hui qui pourraient être recyclées. Donc la recherche continue sur ces axes-là pour continuer à progresser toujours. Alors, on a fait beaucoup de webinaires déjà avec Écosystème et il me semble que la discussion justement sur le taux de recyclage était beaucoup lié aussi, non seulement aux matériaux, mais surtout aux perturbateurs au recyclage. On va venir sur le calcul juste après, mais c'est important, je pense. J'ai beaucoup de questions sur comment on fait le calcul. On va le voir. Enfin, on va voir une manière de le faire, hein, bien entendu. Mais je pense que c'est important de revenir sur ces perturbateurs, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui définit après le fait que l'on n'atteint pas 100% de recyclage. Il y a plusieurs axes à l'intérieur. Donc, il y a effectivement des matières qui, par nature, ne sont pas recyclables. Des matières qui sont, par exemple, des plastiques thermodurcissables, qui aujourd'hui, avec les technologies et la chaîne de traitement, vous avez là sur le schéma les différentes étapes du traitement des équipements électriques et électroniques. Avec toutes ces étapes et tous ces enchaînements de technologies, on n'a pas forcément de solution technique pour pouvoir recycler ces matières. Donc, c'est par exemple des thermodurcissables, d'autres matériaux que l'on n'arrive pas forcément aujourd'hui à recycler physiquement ou alors qui sont présents dans des quantités tellement faibles dans la filière qu'il n'est pas possible, ni économiquement, ni même ça n'aurait pas de pertinence, même écologique, d'affréter un camion pour venir chercher une fraction toute petite de matière, quelques kilos de matière, parce qu'en fait, c'est des matériaux qui sont présents de manière presque négligeable dans le flux. Donc ça fait qu'il y a des matières qui, dans la filière des équipements électriques et électriques, ne sont pas recyclées. Un exemple qui souvent est parlant, dans la filière des équipements électriques et électroniques, le bois, il n'est pas recyclé. Il sera valorisé énergétiquement, mais il n'est pas recyclé parce qu'on en a des quantités vraiment infimes. Et donc, on n'a pas derrière de process qui va permettre de récupérer ce bois et de le recycler. Ça, c'est le premier point vraiment sur la capacité des matières à être recyclées au vu de la filière. Ensuite, il y a un deuxième axe qui est très important aussi et qui vraiment joue beaucoup sur le calcul de la recyclabilité et sur les taux de recyclage. C'est le fait qu'il y a des matières qui parfois sont liées irréversiblement entre elles. Donc, vous avez là quelques exemples sur des photos de plastique associés en fait à des pièces métalliques qui en fait ont été retrouvées dans la fraction métaux ferreux. Donc, c'est quand vous sortez ici toutes les étapes, ici on a une fraction métaux qui est sortie. Le problème, c'est que là, cette partie métal était liée irréversiblement sur des parties plastiques. Donc, dans les étapes préalables de broyage des matières, il n'a pas été possible de séparer les différentes matières. Et donc, on se retrouve en fait avec une partie de plastique qui ne va pas se retrouver dans la bonne voie et donc ne sera pas recyclée au final. D'autres exemples de liaisons irréversibles, c'est par exemple deux pièces qui seraient collées entre elles ou par exemple une pièce métallique qui va être surmoulée avec un plastique.
Mhm. Et le dernier axe, qui est aussi important à garder en tête, c'est la capacité à extraire les polluants. Tous les flux de D3E sont considérés comme des flux de déchets dangereux, puisqu'ils contiennent un certain nombre de polluants qui doivent être extraits et traités vraiment spécifiquement pour garantir l'innocuité au cours du recyclage et au cours de la fin de vie de l'équipement. Ces polluants, donc c'est par exemple ici vous avez des photos de condensateurs, de différents éléments qui doivent être extraits à ce niveau-là parce qu'ils seraient des polluants ensuite des fractions si jamais ils ne sont pas extraits dans les premières étapes de dépollution. Et après, ils peuvent être remis à des filières ou à des centres spécifiques qui savent ensuite traiter, récupérer quand c'est possible des matières et bien garantir l'élimination des composés qui seraient polluants. Et donc la capacité à extraire ces polluants joue aussi dans globalement la capacité de l'équipement à être recyclé à la fin et être bien traité. Mhm. Merci pour ces éléments. Alors, juste pour info, on a fait déjà plusieurs webinaires sur un petit peu les filières, les substances dangereuses, recyclage électronique. Je vous ai envoyé le lien de la chaîne YouTube Éco-conception d'écosystèmes dans lequel vous allez retrouver ces webinaires. Donc, si vous avez des questions particulières, ça dépend. Regardez déjà s'il y a des choses. Il y a des choses sur le recyclage chimique, enfin, il y a un certain nombre voilà, on parle des plastiques bromés, ça a été traité aussi justement dans les substances dangereuses. C'était un des derniers webinaires qu'on a fait. Donc, comme on n'a pas tant de tout traité aujourd'hui, je vous laisse voir. Si vous avez d'autres questions, vous revenez vers nous. Si vous ne trouvez pas toutes les réponses sur le site web d'écosystème ou sur la chaîne YouTube. Moi, ce que j'aimerais qu'on discute, c'est comment on fait ce calcul et puis surtout si tu peux nous éclairer, Lorraine, peut-être sur l'aspect taux de recyclage, taux de recyclabilité. Et puis, si tu peux peut-être y ajouter, je suis désolé, je te rajoute un petit peu des trucs. Est-ce que la réutilisation, le reconditionnement, c'est du recyclage ou pas? Enfin, comment vous le comptabilisez aujourd'hui? Donc, si tu peux nous éclairer sur ces points-là. Ouais. Alors peut-être pour commencer, la réutilisation, le réemploi, la réparation sont clairement des axes qui sont à considérer séparément de la recyclabilité. D'ailleurs, et peut-être Fabio complétera aussi, mais sur le décret qui vient fixer les exigences sur la recyclabilité, il y a aussi d'autres exigences sur d'autres axes, notamment par exemple l'indice de réparabilité. Ce sont deux choses qui viennent séparément. On peut avoir un produit qui est très bien conçu pour être facilement recyclable, avec des matières qui sont facilement recyclables, mais si en fait on ne fournit pas les pièces détachées qui vont permettre de le réparer, ben, en fait il sera peu réparable. Donc c'est vraiment deux enjeux qui sont à considérer en parallèle, et la réparabilité et la réutilisation et le réemploi, et puis la recyclabilité. Et d'ailleurs, dans les calculs de recyclabilité, on ne tient pas compte c'est vraiment l'équipement une fois qu'il arrive en fin de vie et une fois qu'il a pu peut-être passer par des étapes de réparation, de réemploi, de réutilisation, qui elles vont prolonger sa durée de vie. Donc c'est deux axes différents. Et peut-être pour compléter sur la partie recyclabilité versus recyclage. Alors, ces deux notions qui, bien évidemment, sont très étroitement imbriquées, mais qui sont quand même différentes. Et il est important de bien garder ça en tête parce que justement, la filière de l'écosystème et les chiffres que je vous ai présentés au début, ce sont des taux de recyclage. Ça peut être différent du taux de recyclabilité de votre produit que vous pouvez être amené à calculer en tant que fabricant ou metteur en marché d'un équipement électrique. Le taux de recyclabilité, lui, c'est un taux qui est théorique, c'est-à-dire que le produit soit est en train d'être mis en marché, soit même est en train d'être conçu, et on calcule donc de manière théorique la capacité du produit à être recyclé le jour où il atteindra sa fin de vie. Donc c'est vraiment une modélisation de la fin de vie du produit. Et donc pour cette modélisation, on estime la performance du recyclage dans l'hypothèse où le produit va bien rejoindre la filière qui est prévue pour gérer sa fin de vie. Donc vraiment en sortie, le produit évidemment, il est peut-être parfois même pas mis sur le marché, donc bien évidemment il n'a pas subi de recyclage. Donc c'est un taux théorique. En revanche, le taux de recyclage, c'est ce que l'on calcule réellement physiquement sur la chaîne de recyclage, en comparant le volume, la masse du déchet qui entre dans les installations de traitement et en comparant avec ce qui sort, les différentes fractions qui sortent et en suivant le cheminement de ces différentes fractions pour savoir en fonction si elles vont pouvoir être recyclées, plutôt valorisées ou plutôt même éliminées.
Donc c'est vraiment, on a un calcul, un bilan massique entre l'entrée et la sortie de la chaîne de recyclage, et ça permet annuellement d'évaluer en fait la quantité, et donc on peut ramener ça à un taux, mais la quantité réelle de matière qui a été recyclée sur l'ensemble des déchets qui sont arrivés dans la chaîne de recyclage. Ouais, j'ai une petite Et question bien, pas de procès. sur ce point-là, Lorraine. Quand vous faites les calculs de taux de recyclage, vous prenez en compte juste ce qui est en entrée de la filière, ou vous regardez le taux de collecte en amont par rapport aux biens qui… Non, ce sont vraiment deux choses décorrélées. Le taux de collecte, lui, et d'ailleurs la directive des 3E fait bien la distinction entre les deux et fixe des objectifs pour chacun de ces indicateurs séparément. Donc le taux de collecte, lui, il est calculé en regardant les quantités de déchets collectés par rapport à la moyenne des quantités de produits, donc en l'occurrence des équipements électriques et électroniques, mis sur le marché les 3 dernières années. Donc c'est un ratio entre ce que l'on a vraiment récupéré et le volume qui a été mis sur le marché les 3 dernières années. Ça, c'est d'un côté le taux de collecte. Et puis après, on a le taux de recyclage qui est vraiment à partir du moment où les déchets arrivent, donc c'est ce que l'on a réussi à collecter, à partir du moment où ça arrive dans les installations, à quel point les installations sont performantes pour permettre leur recyclage. C'est vraiment deux taux décorrélés. D'accord. Merci sur ces éléments-là. Bon, c'est un élément, on va dire, c'est une vision un petit peu intellectualisée de la chose. Concrètement, est-ce qu'on a des éléments, une manière ou déjà des éléments à intégrer dans le calcul du taux de recyclabilité aujourd'hui? Et éventuellement, est-ce qu'on a des réponses déjà à y apporter? Alors oui, les éléments à intégrer dans le calcul du taux de recyclabilité, c'est finalement ce que l'on a vu tout à l'heure, qui étaient les perturbateurs du recyclage, puisqu'on sait que si un équipement va contenir les matériaux qui ne peuvent pas être recyclés vraiment physiquement, va coller ou lier de manière irréversible plusieurs matières qui ne sont pas compatibles au recyclage, et puis en plus va contenir des polluants que l'on n'arrivera pas à extraire, on sait que c'est ces éléments-là qui vont vraiment réduire le taux de recyclabilité. Donc en fait, le taux de recyclabilité prend en compte à la fois la performance du recyclage et puis aussi les retours d'expérience et la connaissance des perturbateurs du recyclage. D'accord. Et pour faire le calcul, on a des outils sur lesquels on peut s'appuyer, des méthodes? Alors en termes de méthode, on a la chance d'avoir dans le secteur des équipements électriques et électroniques, d'avoir déjà une norme européenne qui cadre en fait tout ça et la façon dont il faut calculer la recyclabilité des équipements liés à l'énergie. Donc c'était en fait une norme qui a été, excusez-moi, hop là, qui a été déployée dans le cadre d'un mandat de la Commission européenne donc qui venait en fait conjointement avec la directive éco-design. Donc la Commission européenne a mandaté les instances de normalisation européenne, le CEN et le CENELEC. Donc l'instance CENELEC, c'est l'instance pour les équipements électriques, et puis le CEN, c'est l'instance pour les autres typologies d'équipements aussi. Mais donc c'était un mandat que la Commission européenne a donné à ces instances de normalisation pour aller développer un paquet de normes sur l'efficacité matière des produits. Donc jusqu'à présent, la directive éco-design a beaucoup exploré, c'était ce que mentionnait Fabio au début, a beaucoup exploré les questions d'efficacité énergétique. Et tout ce paquet de normes, en fait, avait pour but de venir explorer cette fois-ci la question de l'efficacité matière pour ensuite pouvoir alimenter les révisions de la directive éco-design. Et pour être peut-être un peu plus concret, vous avez ici les différentes normes qui ont été publiées dans ce paquet de normes avec leurs références. Donc, elles ont toutes été publiées entre 2019 et 2020, sachant que les travaux ont commencé en 2015. Donc, il y a eu un certain temps de développement et de travail sur ces normes avec les groupes de travail adéquats. Et donc, il y a des normes, voilà, ceux qui fixent comment calculer la durabilité, les enjeux plutôt d'intégration de matière, comment calculer une proportion de matière recyclée. Et nous, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la norme sur comment évaluer la recyclabilité d'un produit, d'un équipement électrique et électronique. Alors, donc, c'est
Il y a une petite La fierté quand 45550. même. Tu le dis pas, Lorraine, mais c'est l'écosystème qui a porté le projet sur cette norme-là. Vous étiez pilote? Alors, Si- oui, si Edouard est là, il en saurait quelque chose. En fait, dans les instances de normalisation, il y a, en fait, ce sont des groupes d'experts qui rédigent les textes. Donc, par exemple, cette norme 45555 a été développée dans le cadre d'un groupe d'experts spécifique qui a planché sur le développement de cette norme-là. Et donc, c'est un groupe qui regroupait à la fois des producteurs, plutôt des acteurs du recyclage, écosystèmes, par exemple, comme en tant qu'éco-organisme, et puis aussi différentes instances, différentes fédérations. Donc, tout le monde regroupé ensemble pour rédiger ce texte qui définit comment calculer la recyclabilité d'un équipement électronique. Voilà, je te confirme, Edouard est bien avec nous. Il n'est pas attentif d'après l'outil, mais il est bien avec nous. Mais il connaît ça par cœur, c'est normal. Et voilà. Donc, enfin, si on rentre dans le détail de ce qui est demandé, est-ce qu'il y a un mode de calcul, une règle, quelque chose? Oui, oui, alors parce que c'est vrai que c'est bien beau de décrire le fait qu'il y a des normes, mais alors peut-être pour vous donner un peu de recul sur qu'est-ce qu'il y a concrètement dans cette norme, donc qui s'applique à tous les produits liés à l'énergie. Donc vraiment le périmètre des équipements qui sont couverts par la directive Ecodesign. Donc cette norme, c'est une norme que l'on appelle horizontale, c'est-à-dire qu'elle fixe vraiment le cadre générique commun à tous les équipements liés à l'énergie. Après, il sera possible dans de futurs travaux normatifs que cette norme soit déclinée sur des familles de produits, plus spécifiquement, peut-être pour donner des exemples un peu plus concrets. Mais en tout cas, le cadre vraiment qui fixe comment calculer la recyclabilité est figé est fixé dans cette norme-là. Et alors, il y a 3 points notables, on va dire tout du long de la norme. La première chose, c'est qu'il faut définir. Donc, c'est une norme qui accompagne les producteurs de ces équipements liés à l'énergie dans le calcul de la recyclabilité de leur équipement. Donc, elle s'adresse plutôt aux producteurs, ou en tout cas dans la démarche que sont en train de mener un fabricant d'équipements électriques électroniques qui chercherait à calculer la recyclabilité de son équipement. Donc, la première étape que fixe cette norme, c'est de définir un scénario de traitement et de le décrire. Concrètement, c'est définir les scénarios le scénario de fin de vie de son équipement, comment l'équipement va être recyclé quand il arrivera en fin de vie. Le deuxième point, c'est de lister, en fait, d'identifier tous les critères liés à la conception qui vont influencer la recyclabilité. Donc, ça rejoint, enfin, je rentrerai dans le détail après, mais ça rejoint les perturbateurs du recyclage qu'on a vu juste avant. Et puis enfin, qui donne concrètement la formule pour calculer la recyclabilité. Alors, ce que précise la norme sur la définition du scénario de traitement, c'est qu'il doit être représentatif, avec une représentativité liée au produit. Donc, il faut que ce soit vraiment la fin de vie du produit et pas la fin de vie, voilà, vraiment la filière dans laquelle va arriver le produit et pas une moyenne sur plusieurs typologies de filières. Qui est une représentativité technologique. Donc, derrière cette représentativité technologique, c'est la notion d'avoir un peu un état de l'art des technologies de recyclage. Donc, ça ne se focalise pas que que ça puisse se focaliser plutôt sur les technologies qui aujourd'hui sont efficientes pour le recyclage et qui sont déjà développées, déjà en œuvre. Mais qui ont quand même peut-être la meilleure performance parmi les technologies en œuvre, aujourd'hui est déjà développée. Une représentativité temporelle, il ne faut pas que ce soit le scénario de traitement d'il y a 10 ans ou d'il y a 50 ans parce que les choses ont pu évoluer. Et puis une représentativité géographique, si le produit est vendu en Asie, ça n'a pas de sens de calculer la recyclabilité comme s'il était recyclé en France. Enfin, je dis en Asie, c'était le premier exemple qui m'est venu à l'esprit, mais ça pourrait être n'importe où, dans n'importe quel pays. En Europe, globalement, les modes de traitement et les scénarios de fin de vie sont très proches. C'est parce que justement, on a ce cadre de la directive des 3E. Ça peut être assez différent dans d'autres parties du monde. Ça, c'est pour la définition du scénario de fin de vie. Après, sur la partie définition des critères liés à la conception,
vous avez là tous les critères qui sont listés et qui doivent être pris en compte parce que ce sont des critères qui vont vraiment ensuite influencer sur la capacité de l'équipement à être recyclé. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les photos. La capacité à identifier les polluants va de pair avec la capacité à les identifier. Donc, les identifier et les extraire. Je ne sais pas dans quel ordre j'ai dit, mais en somme, il faut pouvoir identifier les polluants et ensuite pouvoir les extraire dans le cadre d'un traitement sélectif. La capacité à désolidariser les jointures et si jamais les matériaux, malgré tout, ne sont pas séparables, pouvoir identifier si ce sont des matières qui sont compatibles ou pas au recyclage. La capacité à sortir les composants qui contiennent des matériaux critiques. Donc là, en l'occurrence, ça va être beaucoup les cartes électroniques dans nos équipements. De pouvoir bien les sortir, bien les extraire dans les premières étapes parce qu'en fait, elles sont ensuite regroupées dans un même flux pour pouvoir justement éviter de disperser les faibles quantités de composants et de matières premières critiques qu'elles contiennent. Et puis la capacité à accéder et à extraire certaines parties qui réduisent la recyclabilité. Là, c'est typiquement des plastiques qui contiendraient des charges ou des retardateurs de flamme brûlée, qui en fait vont être ensuite un perturbateur du recyclage, mais il faut pouvoir les extraire pour éviter justement qu'ils ne viennent perturber le recyclage. Voilà, ça c'est les premières étapes. Maintenant, on n'est toujours pas arrivé à la formule. Donc là, voilà la formule. C'est relativement simple. Le taux de recyclabilité du produit, eh bien, c'est la somme de la masse de chaque pièce ou chaque matériau multiplié par le facteur de recyclabilité de chacune de ces pièces, de chacun de ces matériaux, et divisé par la masse totale du produit. Donc, en somme, toute la proportion du produit qui va effectivement être qui est effectivement recyclable, qui va être recyclé sur la masse totale du produit. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a encore des précisions dans cette norme. Pour établir ces facteurs de recyclabilité par pièce ou par matière, il y a des critères spécifiques qui sont fixés. Donc la première chose, c'est que bien sûr, ça va dépendre de l'efficacité spécifique du recyclage de chaque matériau. C'est-à-dire qu'au cours des différentes étapes de la chaîne, bon, il y a des matériaux qui ne vont pas pouvoir être recyclés, donc eux, ils auront 0. Mais il y a aussi, en fait, au cours des différentes étapes, on va perdre un peu de matière, puisqu'un process, par définition, n'a jamais un rendement de 100%. Donc, plus il va y avoir d'étapes aussi, plus on va avoir des efficacités de process qui vont s'additionner et qui font qu'à la fin, on ne sera pas à 100% de recyclabilité, enfin de facteurs de recyclabilité sur la matière, mais qu'on sera peut-être à 90 ou 80 suivant la typologie de matière. Et puis après, il y a les trois autres points que vous voyez, c'est en fait des facteurs qui viennent faire tomber le facteur de recyclabilité quasiment systématiquement à 0. C'est s'il y a la présence de substances qui empêchent le recyclage. Donc, par exemple, un plastique avec des retardateurs de flamme brûlée, la recyclabilité, c'est 0. S'il y a des pièces qui ne sont pas séparables, donc là, c'est la proportion de la pièce qui est liée et qui n'est pas séparable et qui est liée à une autre pièce, la proportion surfacique et donc la masse associée qui, elle, aura une recyclabilité de 0. Et puis, quand il y a présence de charges ou de revêtements qui sont incompatibles au recyclage, ben là, de la même façon, la pièce, la recyclabilité de la pièce ou de la matière tombe à 0%. Ouais, donc, c'est vraiment des critères qui viennent s'additionner, enfin, en plus de l'efficacité vraiment spécifique du recyclage de chaque matière. Alors, j'ai une question parce qu'il existait déjà une norme IEC. Alors, soit tu as la réponse, soit tu l'as pas. Hein, on répondra plus tard. Il y avait une norme de 2012, la 62635 de l'IEC sur les lignes guides pour l'information en fin de vie pour le calcul des taux de recyclabilité. Est-ce que tu l'as en tête ou pas? Sinon, on répondra plus tard. Hein. Alors, on répondra plus tard. Non, faudrait que je me replonge dans les textes. Mais bien sûr, dans la rédaction de cette norme 45555, il y a d'abord eu un état de l'art qui a été fait sur quels sont les textes qui couvraient cet aspect-là, recyclabilité éventuellement. Et ici, c'est vraiment l'application aux équipements électriques et électroniques. Donc, voilà. Donc, si cette norme IEC s'appliquait aussi aux équipements électriques et électroniques, elle a été prise en compte dans la construction de cette norme-là. Et
voilà, bon, je revérifierai, mais peut-être même après qu'il y a de l'influence aussi de cette norme-là vers les instances IEC après dans l'autre sens. Je revérifierai. Ok, mais merci, je suis désolé, hein, je voulais pas coincer, mais les dates de Le 2012. périmètre des normes est vaste et, et intéressant, mais vaste. Bon, c'est bien, ça a l'air bien compliqué. Enfin, moi, je vois pas comment, petite entreprise ou une grande entreprise, je suis capable de trouver les facteurs. Je sais que vous avez un outil qui est recyclable. Est-ce que dedans, parce qu'il fait les calculs, vous avez des indices ou des facteurs, parce que je suis plus précis, qui répondent à ces questions-là? Et si oui, comment vous les calculez? C'est la grande question, hein. Oui. Alors effectivement, on a développé en fait il y a déjà quelques années, ça devait être il y a bien 5 ans, les premiers développements sur Recyclable, donc qui est un outil qu'on a développé pour à la base plutôt un outil d'éco-conception orienté sur la recyclabilité des produits. Donc à la base, on l'a pas construit uniquement dans l'objectif de, par exemple là, de répondre au décret et pour donner une mention, est-ce que c'est majoritairement recyclable ou entièrement recyclable. Là, on l'a développé justement pour aller un peu plus loin aussi sur les recommandations à l'éco-conception. Mais donc, l'avantage, c'est que ça fait d'une pierre deux coups. Et donc, cet outil, l'objectif, c'était de simplifier vraiment la vie pour les producteurs, parce qu'on l'a vu juste avant, définir ces fameux facteurs de recyclabilité, c'est pas évident. Et donc, à l'intérieur de cet outil, on a en fait intégré et déjà précalculé ces facteurs de recyclabilité par matière. Et il ne reste, entre guillemets, plus qu'au producteur, même si c'est déjà un challenge en soi, il ne reste plus qu'au producteur de rentrer les informations sur les matières qui sont utilisées dans le produit, sur les modes d'assemblage et puis sur la facilité d'accès aux polluants, qui sont, si je reprends le slide là, juste avant, les deux premiers points qui sont là qu'on ressort de la norme et qui doivent être normalement établis par enfin plutôt le deuxième point qui doit être établi par le producteur qui lance son évaluation de la recyclabilité. Peut-être, alors pour répondre à la deuxième partie de la question que tu posais, concrètement, comment est-ce qu'on a fait pour définir ces calculs? Et donc concrètement, en fait, qu'est-ce qui tourne ici et qu'est-ce qui alimente ici l'outil recyclable? Sachant que j'ai pas précisé, mais ce qui sort de l'outil recyclable, c'est donc le taux de recyclabilité de l'équipement, et puis des pistes d'éco-conception pour aider à augmenter ce taux de recyclabilité ou pour aider à alimenter sur d'autres axes, par exemple, à aider à identifier quelles pièces plastiques pourraient être fabriquées à partir de plastique recyclé, par exemple. Très concrètement, si on reprend là, les différents points de la norme, en quoi l'outil permet déjà d'avancer rapidement par rapport aux différents points de la norme, c'est que finalement, toute la première étape ici est déjà construite. La définition du scénario de traitement des déchets, elle est déjà intégrée dans l'outil, puisque c'est sur la base donc, de notre connaissance de la filière et de notre connaissance des opérations de recyclage, de toutes les opérations de recyclage qui interviennent les unes à la suite des autres et de toutes les process et de toutes les technologies qui permettent vraiment au final de séparer les matières et puis de les recycler. On a déjà donc cette construction par des scénarios de traitement tels que les équipements électriques et électroniques sont traités dans les flux gérés par écosystème. Donc, si on reprend les sous-critères qu'on avait tout à l'heure sur la représentativité liée au produit, et bien là, en fait, on a des facteurs de recyclabilité qui vont prendre en compte, suivant que l'équipement est plutôt un petit appareil qui va arriver dans le flux des petits appareils en mélange, un gros équipement de froid comme un frigo ou un réfrigérateur, un gros équipement hors froid comme un four, un lave-linge, etc., un écran. Donc, ça prend en compte cette distinction suivant les typologies de flux. La représentativité technologique aussi, puisqu'en fait, c'est vraiment basé sur l'état de l'art des technologies de recyclage qu'on a en France, en s'appuyant sur les 3 meilleurs sites pour chaque flux.
La représentativité temporelle, puisqu'on travaille avec des données agrégées sur 2 années, donc ça permet d'avoir quand même une certaine représentativité. Ce sont des données qu'on met à jour régulièrement. Et puis enfin, la représentativité géographique, là, c'est le périmètre France. Donc en fait, tout ce scénario-là est déjà préconstruit pour être injecté ensuite à travers des taux de recyclabilité. Ensuite, peut-être deuxième aspect aussi pour aider, parce que ça peut être difficile si on ne sait pas comment s'y prendre, mais pour aider concrètement, c'était le point 2 de la norme pour le producteur qui doit lister les critères de conception qui influencent sur la recyclabilité. Donc, on a défini en fait un template qu'on peut injecter dans Recyclable qui définit qui permet de sélectionner quelles sont les matières qui ont été prises en compte, quelles sont les quantités de chacune de ces matières. Est-ce que, oui ou non, il y a des charges? Donc, en listant bien pour les matières, toutes les matières, et notamment celles qui sont recyclées ou celles qui ne sont pas recyclées dans la filière des 3E, en précisant les charges qui vont poser problème pour le recyclage, et en précisant aussi s'il y a certaines pièces qui, elles, vont faire l'objet de recyclage spécifique, donc qui vont devoir suivre des cheminements spécifiques après dans le cheminement. Et puis, il y a dans les pages de recyclable aussi des pages qui permettent de renseigner plus finement est-ce que l'équipement, concrètement, est-ce que ces polluants sont faciles à extraire, comment sont liées les matières entre elles. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vraiment guider et de faciliter la construction de cette liste avec tous ces critères de recyclabilité. Alors, pour Et puis vous j'en aider, reviens du coup. je vous ai envoyé Ouais. la médiathèque, le lien vers la médiathèque d'écosystème où vous allez pouvoir voir les différentes filières. Il y a des exemples, il y a des petits exemples de produits, du petit électroménager, gros déménager, etc. Pour ceux qui en auraient besoin, si vous voulez avoir une vision globale de comment se passe la partie recyclage. Et je vous ai mis le lien vers Recyclable. Alors juste pour info, qui a accès à Recyclable? C'est les adhérents uniquement? Oui, ce sont les producteurs adhérents d'écosystèmes qui peuvent. Par contre, c'est pas limité en nombre de producteurs, un nombre de personnes au sein d'une société. Il faut seulement que l'entreprise soit adhérente d'écosystème. Et après, il suffit de créer un compte sur la plateforme concrètement. Et dès que le compte est activé, après, chaque utilisateur a accès à son compte et peut faire ses modélisations de ses produits. Ça t'embête, Lorraine, de nous montrer un peu comment ça marche, peut-être, pour ceux qui l'auraient jamais utilisé? Alors, ça m'embête de le montrer maintenant parce que j'ai pas fini d'expliquer comment calculer les taux de recyclabilité. Il y a encore des choses à Non, voir c'est là-dessus. bah oui, parce qu'en fait, là, finalement, ce scénario de traitement et puis là, ces éléments-là, ça ne répond qu'au point 1 et au point 2 de la norme. Ok. Il reste encore concrètement calculer le facteur de recyclabilité. Et donc ça, c'est aussi c'est finalement tout ça qui permet, la définition du scénario ici, permet ensuite d'aller fixer certains paramètres pour calculer le facteur de recyclabilité. Mais peut-être juste pour vous, là c'est pour vous rappeler les critères qui sont définis pour établir ce facteur de recyclabilité. Il suffit pas de savoir quel cheminement vont suivre les pièces, il faut aussi vont suivre les matières. Il faut aussi savoir si justement il y avait des charges, s'il y avait une substance qui empêchait le recyclage, etc. Donc c'est une concaténation de ces différentes informations. Et puis petit point aussi sur concrètement comment on calcule cette efficacité spécifique au recyclage de chaque matière. En fait, tout ça, c'est la résultante de différents programmes qu'on mène depuis des années déjà, depuis plus de 10 ans pour quasiment tous ces programmes-là. Le premier qui est le programme de caractérisation, c'est-à-dire que ce programme, il permet de regarder quel est le volume de déchets qui arrive en entrée du centre de traitement. Et puis, en sortie du centre de traitement, quelles vont être les matières qui ensuite vont partir au recyclage. Et en faisant la balance entre les deux, c'est ce programme-là qui permet, entre l'entrant et le sortant, comme ça, c'est ce programme-là qui permet de calculer les taux de recyclage. Maintenant, en fait, on a aussi d'autres programmes. Un autre programme qui est en fait sur l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on a des flux de déchets qui entrent, mais qui sont en mélange. Et donc, cet échantillonnage permet d'aller regarder en fait quelles sont les typologies de déchets à l'intérieur de ce flux de déchets en mélange. Par exemple, dans les petits appareils en mélange,
cet échantillonnage permet de quantifier quelle est la proportion de sèche-cheveux, quelle est la proportion d'aspirateurs, quelle est la proportion d'appareils à raclette, admettons. Et puis, et donc de reconstituer comme ça avec suivant la typologie d'équipement, quels peuvent être les polluants qu'on peut retrouver aussi dans ces équipements. Et un dernier programme, et c'est un programme qui, lui, a été lancé à l'initiative d'Écosystème il y a déjà une dizaine d'années, qui va plus loin que les exigences réglementaires. On n'a pas forcément besoin de ce programme-là pour définir le taux de recyclage. Mais donc, c'est un programme qui a été lancé pour aller regarder plus finement dans les flux de matière entrant et donc dans les typologies de déchets qui entrent, quelle est la composition de matière moyenne de ces produits. Et c'est cette connaissance de la composition moyenne qui nous permet de dire, en fait, en proportion, on a tant de plastique. Donc, c'est ça qui nous permet de se ramener à la matière et donc de calculer après un facteur de recyclabilité à la matière, mais d'aller regarder quelle est la proportion de tel plastique, le plastique ABS, qui est rentré en moyenne, donc quand on agrège ensuite avec l'échantillonnage, qui est entré en moyenne dans le centre de traitement, et quelle est la quantité qui en est ressortie à la fin. Et donc, qui permet à la fin c'est ces 3 programmes-là, qui sont des programmes lourds à mettre en place, parce que, bien évidemment, il faut aller sur les sites, il faut faire des prélèvements, ensuite, il faut démanteler les équipements à la main, ensuite, il faut pouvoir suivre au fur et à mesure du temps et mettre à jour ces données-là au fur et à mesure du temps. Mais finalement, ce sont ces données-là qui nous permettent aujourd'hui d'alimenter les facteurs de recyclabilité et donc d'avoir derrière Recyclable une brique vraiment déjà toute prête qui est vraiment représentative de la fin des équipements électriques tel que ça se passe en France. Ok, alors je suis désolé, hein, je vais te presser un peu. Moi, je veux le voir, cet outil. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je veux voir comment ça marche. Bon, alors, donc je passe sur Recyclable, puisque tu insistes, Samuel. Très concrètement, là, vous voyez bien. Ouais, ce que vous voyez ici, c'est la page, finalement, la page d'accueil. Donc, une fois que vous avez créé votre compte et que vous vous connectez sur votre compte, ça, c'est la page d'accueil du site de Recyclable. Donc, il y a plusieurs choses. En fait, on peut créer donc ces produits. Ici, c'est un exemple, admettons une centrale vapeur que j'aurais créée dans mon compte. Et donc, pour vous montrer concrètement comment elle est créée, hop là. La première étape, c'est vraiment ici de pouvoir définir, donc ça vous permet aussi de renseigner la référence de votre produit et ensuite de suivre en fonction de votre évaluation, de bien retrouver votre produit, mais aussi de catégoriser votre produit. Donc il y a des filtres par famille pour pouvoir se ramener aux typologies d'équipement. Donc ça revient par exemple ici un petit appareil ménager. Et puis d'identifier quelle est la typologie d'équipement que vous allez regarder. Ça, l'objectif de ça, c'est derrière de pouvoir appeler le bon facteur de recyclabilité qui va vraiment correspondre au flux de D3E dans lequel va terminer l'équipement. Donc, par exemple, ici, le flux des petits appareils en mélange. Et puis aussi derrière, de pouvoir en fait présélectionner un certain nombre de paramètres pour pas que vous ayez toute la liste de toutes les questions possibles et imaginables, notamment sur les polluants, etc., mais que ça puisse être plus adapté à votre équipement. Donc ça, c'est la première étape, l'identification de la référence du produit. Alors ensuite, ici, l'étape indispensable, c'est de renseigner la nomenclature du produit, donc la composition en matière du produit, et notamment avec la composition des différentes pièces. Donc là, si, admettons, c'est notre centrale vapeur, bon, elle est constituée d'un socle. Ce socle, il est fait en pièces plastiques polypropylène, il pèse 300 grammes, il n'a pas de charge, pas de traitement de surface. Et puis, il y a aussi la pièce métal qui, elle, est en métal non ferreux, en aluminium plus précisément. Elle fait 2 grammes, elle n'a pas de charge non plus. Alors, vu comme ça dans l'outil, ça peut paraître compliqué à renseigner parce qu'en fait, vous avez la possibilité dans l'outil de renseigner chacune des pièces en ajoutant une pièce et puis en créant chacune des pièces une à une. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser, il y a un template qui peut être extrait ici. Mais donc ici, moi, je l'ai déjà importé dans l'outil, mais juste pour vous montrer à quoi il ressemblait. En fait, c'est un template donc qui peut être déporté. Ça permet aussi de renseigner la composition du produit en dehors de l'outil.
s'il veut bien s'ouvrir, voilà. Et donc, ça vous permet de renseigner plus facilement et plus rapidement le nom de la pièce. Si la pièce fait l'objet d'un recyclage spécifique, alors j'active juste pour pouvoir avoir les menus déroulants, mais vous voyez Aussi, pour vous, ici en fait. pour l'exemple, hein, qu'on soit clair. Hein. De Quand vous quoi? le téléchargez, quand vous le téléchargez, il est vide. Là, c'est l'exemple rempli. Hein. Oui, c'est parce que là, j'ai exporté la nomenclature que j'ai importée. Mais effectivement, il est vide, hein, oui, bien sûr. Donc, il faut imaginer qu'ici, c'est vide, mais donc vous renseignez, admettons, le socle. Ici, est-ce que c'est une pièce qui fait l'objet d'un recyclage spécifique? Alors, non, et vous avez la liste ici des pièces qui peuvent faire l'objet d'un recyclage spécifique, donc par exemple un moteur ou une carte électronique. Ici, vous renseignez le matériau. Alors, vous avez pareil une liste de matières pour vous aider à identifier la matière et surtout pour qu'elle soit renseignée sous le bon format qui permettra ensuite à l'outil de bien identifier la matière. Toutes les matières qui sont recyclables sont listées ici. Et puis après, si vous ne trouvez pas votre matière, c'est qu'en fait, elle peut être par exemple un autre thermoplastique. C'est que par définition, c'est une matière qui n'est pas recyclable. En tout cas, dans la filière des 3E. Ensuite, la masse. Pareil pour les charges. Ça vous aide aussi à identifier quelle typologie de charge. Si c'est un retardateur de flamme bromée, ça ne va pas poser la même problématique, par exemple, que si c'est une charge de fibre en tube de verre. Et puis après, s'il y a des traitements de surface, donc là, pareil aussi, ça peut vous donner l'information. Ça répond à une des questions sur les retardateurs de flamme hein, qui tombent à 0 en pourcentage de recyclage. Enfin, sur les pièces plastiques chargées en retardateur de flamme, c'est bien celles qui sont bromées qui tombent à 0%. J'ai eu pas mal de questions sur ce point-là. Oui, c'est vraiment les retardateurs de flamme bromées. C'est ça. Mais après, il y a aussi des facteurs autour sur la densité. Si vous avez des charges, alors c'est renseigné ici, mais si vous avez une charge et que en fait, elle peut faire après monter aussi votre densité, ça peut réduire le facteur de recyclabilité. Si en fait la matière se retrouve avec une densité supérieure à la matière normale, ça peut aussi avoir une influence. Mais donc là, oui, il y a vraiment un enjeu retardateur de flamme bromée en parallèle. Donc ça, c'est pour construire la nomenclature matière et identifier finalement les matériaux et les voies qu'elles vont avoir ensuite pour la fin. Alors après, le sujet des liaisons. Alors ces deux étapes-là, liaison des pollutions, elles peuvent être sautées. Elles ne sont pas obligatoires pour arriver à la page 5. Mais par contre, dans la page 5, il y a un indicateur de fiabilité qui permet une information sur la fiabilité. Si vous ne renseignez pas ces deux pages-là, cet indicateur sur la fiabilité précisera qu'il vous reste encore des éléments à répondre, mais ça vous permet déjà, à minima, juste avec la nomenclature, d'avoir une première évaluation de la recyclabilité. Et donc ici, vous avez ce que l'on a évoqué tout à l'heure, les différents cas, si vous avez du collage sur moulage entre, par exemple, deux types de plastique, ou entre un métal ferreux ou une pièce plastique, entre des pièces métalliques et non ferreuses et des pièces plastiques, ou entre, par exemple, des pièces non ferreuses et des pièces ferreuses. Alors si par exemple ici, je remplissais oui, ici, eh bien, ça va vous donner le matériau 1 et le matériau 2 vous devez sélectionner lesquels matériaux sont liés entre eux. Et donc là, l'outil vous présélectionne déjà les pièces que vous avez renseignées qui contiennent effectivement un métal ferreux et puis les pièces qui, elles, contiennent plutôt un métal non ferreux. Ou l'inverse, là, par rapport à mon exemple, mais ça vous permet aussi de gagner du temps sur la typologie de pièces. Et puis ensuite, hop là, ouais, je ne l'ai pas ajouté. Voilà, donc là, elle est bien ajoutée. Et puis, elle est peut-être. Ouais, je ne sais pas si elle est passée, mais c'est pas grave. Et donc ensuite, la dernière page, c'est sur la partie dépollution, où là, vous pouvez renseigner si oui ou non vous avez des polluants qui peuvent poser problème dans votre équipement. Et donc, pour finir, vous avez sur la page des résultats qui donc vous donne votre taux de recyclabilité et vous permet de situer votre produit. Est-ce que vous êtes très au-dessus de 50%? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui fait et où se situe votre produit? Ça vous indique quelles sont les pièces qui sont faiblement recyclables. Donc ça, c'est dans une perspective d'éco-conception après de votre produit. Ça vous permet de vous dire finalement sur quoi vous pouvez jouer pour pouvoir augmenter la recyclabilité. Et après, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, il y a d'autres éléments, d'autres informations, comme par exemple sur les plastiques. Quelle est la proportion de plastique recyclé? Quelles sont les pièces en plastique que vous pourriez sourcer à partir de plastique recyclé? Parce que justement, le plastique peut se trouver sous forme de matière recyclée. Quels sont les axes aussi pour faciliter la dépollution, par exemple, des équipements?
et quelles sont les pièces qui sont susceptibles de contenir des métaux stratégiques. Donc là, ça ne vous donne pas la composition en métaux stratégiques, mais ça vous aide à cibler. Globalement, c'est beaucoup les cartes électroniques, les aimants, etc. Et après, vous avez du détail et vous pouvez aller voir pour chacune des informations, par exemple ici, sur ces 6 pièces qui sont faiblement recyclables, lesquelles ce sont et pourquoi elles sont faiblement recyclables. Voilà. Écoute, je te remercie, Lorraine. Je vois le temps qui passe. Hein. L'objet, c'était pas de faire une formation sur l'outil. Et voilà, l'idée, c'est de vous montrer qu'il y a un outil qui existe. Alors, vous l'avez compris, hein, on a eu la question si j'ai 16 000 pièces, 16 000 produits. Voilà, ça va être compliqué, mais au moins, on a cet outil qui existe aujourd'hui. Enfin, on découvre hein, l'écosystème aussi, le décret. Et afin de pouvoir libérer Fabio, moi j'avais quand même des questions qui nous remontent, qui sont un peu plus précises sur la partie juridique. Est-ce qu'on a des éléments est-ce qu'à ta connaissance, on sait sous quel format ou quelle forme va être présenté par les producteurs justement, j'appelle ça l'indice de recyclabilité, mais c'est pas l'indice de recyclabilité, c'est le taux de recyclabilité. Est-ce qu'on sait déjà quel format ça doit prendre? Est-ce que ça doit être sur le produit ou… Non, aujourd'hui, il n'y a pas de précision sur le formalisme. Effectivement, une fois qu'on a le taux de recyclabilité, le formalisme que doit respecter, comme on peut retrouver par ailleurs l'indice de réparabilité, où il y avait bien un symbole et tout ça, aujourd'hui, on n'a pas encore de visibilité là-dessus. Et est-ce que on a des éléments sur justement, parce qu'on a vu par exemple il y a des étapes qu'on peut faire sauter sur l'outil recyclable, notamment le collage sur moulage, etc. Donc j'imagine qu'on a un résultat qui est moins bon dans le taux de recyclabilité si on le déclare pas. Mais est-ce qu'il y a des exigences sur la fiabilité des données, c'est-à-dire sur le niveau de robustesse du mode de calcul? Est-ce qu'on a des choses? Non, de la même façon, le décret ne précise pas. Là, je pensais que c'était plus une question technique. Je regardais Lorraine, pardon, mais non. Je pense pas. C'est un peu les deux. Je voulais savoir si dans le texte, il nous précisait des choses et si oui, j'ai l'impression que non. Pour l'instant, ça reste flou. Aujourd'hui, il n'y a que vraiment sur le 6, là, il n'y a vraiment que la mention. Voilà, vous pouvez, une fois que vous répondez à ces 5 critères, voilà l'expression que vous pouvez utiliser quand vous vendez ce produit-là. Après, ça s'arrête là. Si, le formalisme s'arrête là. Juste l'expression que vous pouvez utiliser. Mais… En revanche, on applique la norme 45-555. La norme, elle, précise comment doit être calculée la recyclabilité. Donc, si vous utilisez une autre méthode, ça ne répondra pas à la norme. Et sachant que cette norme c'est la norme qui vient soutenir après les prochaines révisions de la directive éco-design. Oui, justement, moi j'aimerais un éclaircissement là, Lorraine, sur ce point-là, qu'on soit bien clair. Ce qui est proposé, je résume et tu me corrigeras, tu compléteras. Aujourd'hui, on a une demande réglementaire française pour les produits mis sur le marché de faire un calcul de taux de recyclabilité avec certaines exigences. On n'a pas plus d'infos. Ce qu'on a aujourd'hui sous le coude, c'est un accord, enfin une norme européenne, mais elle n'est pas citée aujourd'hui dans le règlement français, donc, mais elle est européenne et il y a un consensus dessus pour les produits électriques et électroniques. Et basé sur ce calcul, a priori recyclable, le calcul du taux de recyclabilité non recyclable, il est en accord avec les règles de calcul de la norme. Et aujourd'hui, Écosystème met à jour les données de qu'on appelle ça, des taux de recyclabilité avec les différents critères au regard d'un échantillonnage comme il a été fait. Mais comme on n'est pas, comme on est, le cadre réglementaire n'est pas très précis, il semblerait que là, on soit assez robuste pour faire le calcul, mais on n'a pas de retour aujourd'hui juridique sur est-ce qu'on fait ça bien ou pas bien. Alors aujourd'hui, non. Enfin là, il faut savoir que le décret, comme on l'avait dit au tout début, le décret ne s'applique pas qu'aux 3E. Il s'applique à d'autres filières. Donc forcément, ce décret, à un moment, il est moins technique, ou en tout cas rendre moins de détails, et peut-être moins adapté, ou en tout cas, il doit être adaptable en fait à plusieurs catégories de produits et pas qu'aux 3E. Donc en fait, à mon sens, juridiquement, il y a vraiment une complémentarité où après, quand on veut, il y a le décret, et après, quand on veut l'appliquer, donc les 5 critères
au niveau 3E. Et effectivement, aujourd'hui, il y a encore cette norme qui existe et qui, à mon sens, peut fonctionner, ou en tout cas, on pourrait difficilement nous reprocher d'avoir utilisé la norme pour calculer finalement le taux de recyclabilité comme le demande le décret. Donc pour moi, il y a vraiment une complétude. Après, peut-être que comme la norme est arrivée après le décret, enfin avant le décret, peut-être qu'à un moment, il va avoir des ajustements. Et comme tu dis, là, c'est un nouveau texte. Donc après, il va avoir aussi il va rentrer, il va vivre, et puis il va se préciser au regard de la pratique de chacun et des outils, et puis aussi de la directive éco-design qui va être mis à jour, comme on l'a vu au tout début, dans le cadre du pacte vert pour l'Europe. Et pour le coup, la directive éco-design couvre les produits liés à l'énergie, et la Commission européenne a demandé le développement de ces normes dans le cadre des travaux sur la directive éco-design. Donc là, on voit très fortement la directive éco-design se diriger vers des nouveaux axes sur l'efficacité matière. S'il y a des obligations sur la recyclabilité qui y sont inscrites, elles s'appuieront sur la norme de calcul du taux de la recyclabilité. Donc au niveau européen. Donc en fait, je fais une petite blague cette fin de semaine, mais finalement l'Europe crée les outils avant de créer les règlements, alors que la France crée les règlements, de se démerder pour trouver les outils qui C'est une répondent. juste analyse. Souvent, on est en avance vis-à-vis des textes et des normes, effectivement, par rapport à l'Europe. C'est très juste. Alors Fabio, moi j'ai quand même un point. Qu'est-ce que je risque si je le fais pas? Je suis producteur, metteur sur le marché, je suis dans le champ d'application. Quel est le risque en fait juridique? Alors, il y a du risque pénal, puisqu'aujourd'hui, et la loi AGEC, ça a été un des tournants aussi de la loi AGEC. Elle a renforcé finalement les sanctions, certes administratives, mais surtout pénales, pour le non-respect d'un certain nombre de dispositions de la loi AGEC. Et alors, les dispositions qui sont liées à l'information et le non-respect des dispositions liées à l'information aux consommateurs, clairement, c'est du pénal. Et il n'y a pas de prison, il n'y a pas de peine de prison, on n'est pas dans du délit, mais c'est de la contravention. Ok. Et j'ai un autre point. Alors, je sais pas si c'est pour Lorraine ou Fabio, c'est plus sur justement sur la protection des données dans l'outil recyclable. Est-ce qu'elles sont enregistrées ou est-ce qu'elles sont enregistrées? Est-ce qu'elles sont confidentielles pour celui qui les met? Enfin, ouais, où ça part les données en fait? Oui, en fait, donc les comptes sont bien sûr hermétiques les uns des autres. Nous, on gère le back-office de l'outil, donc vraiment l'endroit où on injecte les taux de recyclabilité, etc. Mais on ne voit de vos comptes que finalement votre nom et puis votre adresse mail au moment où vous avez fait l'inscription. C'est pour ça d'ailleurs que si jamais, enfin que on a un process, là c'est plus lié à la RGPD, mais un process qui vous redemande régulièrement de revalider que vous êtes bien, que vous souhaitez toujours avoir ce compte ouvert. Et bien sûr, les comptes sont hermétiques, donc il n'y a pas de. J'imagine qu'il y a des conditions, tout ça est établi dans des conditions quand on a accès à l'outil où les gens sont informés de tout ça. Mais a priori, effectivement, il y a bien une confidentialité sur les données. Et heureusement, ce sont des données tellement confidentielles, les nomenclatures produits, les compositions matières, c'est des données qui sont extrêmement confidentielles. Donc oui, il y a un besoin très fort de confidentialité là-dessus. Donc l'outil permet ça. Écoutez, je pense qu'on a établi un petit peu l'ensemble du temps. J'avais un point parce que j'ai eu plusieurs questions. Et je suis désolé, Lorraine, Fabio, on me pose des questions sur le plan de prévention et d'éco-conception. Donc, je pense que c'est un autre article de la loi AGEC, ce n'était pas l'objet d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un format, vous commencez à les recueillir? Est-ce que vous avez des infos? Est-ce que c'est en stand-by pour l'instant? Vous en êtes où sur ce point-là? Oui, c'est encore en cours. En fait, ce sur quoi on travaille, c'est essayer de préconstruire une trame, finalement comme pour recyclable, de pré-mâcher un peu le travail pour qu'après les producteurs puissent renseigner plus facilement et construire plus facilement leur plan de prévention et d'éco-conception. Un point qui est là, qui permet de faire bien la passerelle entre le sujet d'aujourd'hui et le plan de prévention et d'éco-conception, c'est que justement avec Recyclable, vous avez un taux de recyclabilité, mais l'objectif derrière, c'est aussi de dégager des axes d'éco-conception qui peut-être peuvent être aussi, vous, des axes après stratégiques
pour aller alimenter des informations dans le cadre de votre plan de prévention et d'éco-conception. Donc, il y a des passerelles, bien sûr, à trouver entre les indices de réparabilité, entre le calcul de la recyclabilité, entre tous ces questionnements sur l'efficacité matière des produits, et puis le plan de prévention et d'éco-conception que vous pourrez être amené à mettre en place après. Merci pour ce point. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments sur les conclusions et perspectives que vous vouliez aborder? Globalement, en conclusion, je pense qu'on a largement dépassé le temps. Donc, en conclusion, voilà, sachez qu'on a la chance dans le secteur des équipements électriques et électroniques d'avoir une norme qui cadre le calcul de la recyclabilité, donc qui nous définit comment il faut le faire. Donc ça, c'est déjà un gain de temps par rapport au calendrier très très serré que nous a montré Fabio. On a bien conscience que c'est pas évident du tout quand on a des milliers de références d'aller screener des produits et définir la recyclabilité de chaque produit. Si moi je devais vous donner un conseil, ce serait de regrouper vos typologies de produits par famille de produits et d'essayer de sélectionner. Alors en s'appuyant aussi, on a des fiches de bonnes pratiques sur notre site internet, mais des fiches de bonnes pratiques en vue de l'éco-conception. Mais donc en s'appuyant là-dessus et en s'appuyant sur tous les éléments qu'on a vus avant, d'essayer peut-être par famille de produits de prendre le produit qui vous paraît entre guillemets le moins recyclable et de faire l'évaluation sur ce produit-là pour que ça vous donne déjà un peu un taux de recyclabilité plancher pour votre famille de produits. Et ça veut dire que comme ça, ça vous donne déjà des billes pour savoir comment avancer et sur quelle famille peut-être il faut concentrer les efforts dans un premier temps parce que vous sentez que vous risquez d'être plus proche des 50% ou au contraire, vous êtes déjà à 85% et donc le reste de la famille sera aussi très très facilement recyclable. Voilà, c'est peut-être un conseil pour essayer de rationaliser cette demande qui est très exigeante, mais qui est aussi peut-être une opportunité à saisir parce que ça pourrait être des éléments qui seront demandés dans quelques années par la directive éco-design. Merci pour ces éléments. Alors, merci Fabio d'avoir été là parce que c'était un peu juridique. On était content d'avoir ton support et tes éclaircissements. Lorraine, comme toujours, parfait. Alors, prochain webinaire, on n'a pas encore la thématique, on va regarder ça avec écosystème, mais vous pouvez déjà bloquer le 23 septembre, même heure, donc 13h30, 14h30, avec tous les décalages. On a toujours beaucoup de questions, on dépasse un petit peu. Mais voilà, c'est comme ça ces petits webinaires. Je vous dis donc de bonnes vacances chez Écosystème comme au Pôle Éco-Conception et à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir à toutes et à tous.